À quoi peut bien ressembler la France de demain, la France d'après le coronavirus? Depuis le début, on nous parle de ça, qu'il allait avoir une société d'après. Bon alors celle d'avant, déjà il n'y avait pas de quoi te mettre la trique pendant la soirée. Celle de pendant, je t'en parle même pas. Celle d'après, comme disait le bon Michel Houellebecq, toujours hein, dans son sens de la rigolade, la France d'après c'est un peu celle d'avant en un peu pire. Effectivement la formule est bien trouvée. Parce que si on essaie de découper un petit peu tout ça, qu'a donné la France du pendant, la France de la gestion de crise, lorsque le pays a dû affronter la crise du coronavirus? On a eu les affaires des masques, là encore, hein, je vous le rappelle pas, vous le savez mieux que moi. On a eu les affaires de gestion du confinement, assez catastrophiques hein, finalement. On a eu des déclarations dans le plus pur style de communication macronien. Nous sommes en guerre, vraiment un espèce de Churchill des bacs à sable, vraiment la morvonnée. C'était assez terrible d'assister à ça, alors que on agissait pour protéger nos anciens, notamment, qui eux ont connu la véritable guerre. Et c'est assez terrible, si vous voulez, de dire ça. On a eu aussi, j'aimerais rebondir là-dessus, alors Sibeth Ndiaye. Ah, si bête. Ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, jusqu'à présent, moi, c'était Marlène Schiappa. Ah, j'étais content. J'étais passionné par Marlène Schiappa, sa vie, son œuvre. Mais là, si bête, elle a fait une échappée. Ah, c'est la Christopher Froome de la connerie. Hein. Vraiment, dans le Mont Ventoux, il se retourne, il n'y a plus personne. Il a doublé la caravane, pour ceux qui connaissent le Tour de France. Sibeth Ndiaye, bon, bah, le masque ne sert à rien, c'est pour ça que j'en porte pas. Je ne sais même pas comment on le met, enfin, ouvrez les fenêtres, n'en jetez plus. C'est terrible, c'est terrible. Et il y a eu notamment, ce sur quoi elle a communiqué en tant que porte-parole, le projet Desinfox. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ça. Le gouvernement français avait mis en place pendant quelques jours une initiative, une page sur Internet, sur un site du gouvernement, où étaient réunis tous les articles issus des services de vérification de l'info. Alors là aussi, on a l'impression de revenir au plus beau temps du communisme, mais les journaux français, Le Monde, Libération et d'autres, ont désormais des organes de vérification de l'information pour, en gros, tirer dans les pattes de leurs collègues, dire s'ils ont fait de la merde ou pas. Donc voilà à peu près le niveau. C'est le caniveau, si vous pouvez me permettre le jeu de mots. Hein. T'as le niveau, puis t'as le caniveau. C'est vraiment ça. Euh, et donc le gouvernement a mis ça en place pour relayer les infos qui étaient validées d'une certaine manière. Une initiative sur laquelle tout le monde a uriné de manière surprenante, et notamment les journalistes, qui se voyaient aujourd'hui doublés, encadrés. C'est vraiment un comportement terrible. Hein. J'en avais parlé dans une autre vidéo sur les comparaisons que l'on peut faire entre la France et les dictatures de ce monde. Bien évidemment, sans dire que la France est une dictature, mais si on compare les comportements, il y a de quoi s'inquiéter. Et en tant que citoyen français, on a tout intérêt à défendre notre pays et lutter contre ces comportements nocifs. Et donc, cette histoire de désinfox, elle est à l'image de la gestion de la crise, c'est-à-dire une décision hâtive de la part d'un gouvernement qui lance une initiative fragile, sur laquelle tout le monde tape allègrement hein, parce qu'allègrement n'existe pas, sur laquelle tout le monde tape allègrement, et une initiative retirée, quelques jours plus tard, tout bonnement, parce que, pour vous citer une autre aberration dans cette affaire, Le Monde avait fait un article, donc via les décodeurs, ou le décodex, je ne sais plus comment il s'appelle, l'organe de vérification de l'information du Monde, avait fait un article pour critiquer le gouvernement, je crois que c'était précisément sur la gestion des masques, de dire qu'effectivement, le gouvernement français avait mal géré cette crise sur certains aspects. Et curieusement, cet article n'avait pas été relayé sur Desinfox. Donc pour vous dire, si vous voulez, le niveau d'honnêteté qu'il y avait derrière ça, donc avec Sibeth Ndiaye aux manettes, forcément, tu sens qu'il va se passer quelque chose. C'est Voldemort dans Harry Potter. Le mec, il peut pas venir, il boit un verre avec ses potes mange-morts, puis après il rentre chez lui. Faut que ça envoie du Avada Kedavra, faut que ça envoie de la bagarre à la baguette. Sinon, c'est pas drôle. Sibeth, c'est un peu pareil, si tu veux. Quand elle est là, ça va chier des bulles carrées. C'est un peu l'idée. Et donc, on a eu ça, on a eu la communication d'Emmanuel Macron,
délicieuse, de bout en bout, hein, ce passage qui restera célèbre au début du confinement où il se promène à Pantin, déjà le lieu était tout trouvé, il se promène à Pantin dans un attroupement général en disant aux gens à respecter les distances de sécurité. Ah, non, mais à ce niveau-là, bon, moi j'aime bien essayer de rire, essayer de faire rire les gens. Déjà, d'où le physique, bon, tu vois. Déjà, j'étais fait pour ça. Mais bon, quand les actualités elles sont comme ça va nous mettre au chômage, hein, nous les humoristes. Enfin, nous, les vrais humoristes. Moi, je suis derrière, je remplis les gourdes, mais ça va nous mettre au chômage cette affaire, parce que les mecs sont plus drôles que nous, hein. Emmanuel Macron, il rentre dans une salle de classe pour voir si le déconfinement se passe bien. Il rentre, et il s'est pris pour Bozo le clown. Il avait un masque, il enlève et coucou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je sais pas, je peux pas faire de blagues là-dessus. Voilà, il touchait le masque pendant tout le truc, enfin c'était ni fait ni à faire. Et donc voilà, Emmanuel Macron, de bout en bout, c'était un délice. Un Kinder délice, j'ai envie de dire. C'est terrible, c'est terrible. Il y a eu les discours. Alors même Netflix a gueulé parce qu'il faisait un discours tous les jours presque. Tous les jours, tu avais la nouvelle saison de Macron sur TF1. Il arrivait, bon bah, le discours, il était simple. C'était, écoutez, on n'en sait rien, mais on va le faire. Bon bah d'accord, merci. Bam, 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 bam. Voilà, à dégager voix 12. Ça durait 30 minutes, mais pour empiler des effets de manche. Je pense que dans sa tête, il était en tournée. Dans sa tête, il s'est dit, je vais me recaler, je vais me recaser dans le one-man show. Une fois la politique finie, je ferai une nouvelle tournée avec mes meilleurs sketchs. Hein, il arrivera, le micro, poum poum. Nous sommes en guerre. Fou rire généralisé dans la salle. Merci. Je serai en tournée le 23 au Lidl de Toulouse, évidemment. Donc c'est assez terrible, c'est assez terrible. Mais voilà, pour être un petit peu sérieux, je me suis enflammé là, sur Emmanuel Macron. C'est mon côté Jeanne d'Arc. On peut parler aussi de l'Union européenne. Alors là, pareil. Ah, c'est pas la même musique, là, ça va envoyer de l'hymne à la joie, mais c'était vraiment la joie. L'Union européenne, au début de la crise, donc on parle d'une pandémie mondiale qui met les économies internationales à genoux. L'Union européenne te dit, bon, alors nous, le problème, non mais taisez-vous les États, le problème c'est l'intégration de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. T'as des députés qui ont dit, excusez-moi de déranger, euh, on s'en branle en fait, non? Parce qu'il y a des gens qui diraient, qui sont en train de crever. Oui, mais l'Albanie, ils vont pas rentrer comme ça. Il faut les accueillir, il faut faire propre, il faut mettre la table. Donc voilà. Et donc c'est assez terrible, c'est assez. L'UE, ils ont fait ça. T'avais aussi Ursula von der Leyen. Alors ça, si vous l'avez. Alors déjà le nom. Bon, bah, ça, elle y peut rien. Euh, Ursula von der Leyen, c'est la chef de la Commission européenne, je crois, quelque chose comme ça. Dans les postes de l'Union européenne, tout là-haut, qui servent à peu près à rien. Mais on s'en fout. Elle a fait une vidéo au début de la crise où elle montrait comment se laver les mains. Bon, c'est-à-dire que on va pas se mentir, hein, nous citoyens européens, on était à peu près considérés comme des êtres vivants. Déjà, ça c'est bien, mais avec le QI d'un fer à repasser, si tu veux, en termes d'échelle. Hein. C'est-à-dire que tu es au-dessus de Nabila. Mais de pas beaucoup, je crois, c'est 3 points. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Et elle a fait une vidéo pour montrer comment on se lave les mains en sifflotant l'hymne européen. Je laisse un silence parce que peut-être vous avez compris, vous. J'ai pas compris. Pas compris. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc la gestion de l'Union européenne, comme a dit Marine Le Pen, alors elle en dit beaucoup des conneries. C'est même devenu une spécialité. Mais pour le coup, ça c'était marrant. Elle a dit le premier mort de la crise du coronavirus, c'est l'Union européenne. Le constat est juste. Le constat est juste parce que on a assisté à des États qui se tiraient la bourre, qui se volaient les masques les uns les autres. Tu vois. Ah, il a atterri chez moi, bon bah tes masques, tu vas te les ranger dans le rectum, je vais les garder à la baraque. On a eu des situations comme ça aberrantes où l'Allemagne, par exemple, incitait d'autres pays de l'Union européenne à adhérer au mécanisme européen de stabilité, qui est un mécanisme d'aide économique pour les pays qui forcément avaient des économies qui se pétaient un peu la gueule. L'Allemagne incitait les gens, les autres pays à le faire, parce que forcément, c'est en gros un système de contrôle des dépenses, si tu veux. Le mécanisme européen de stabilité, c'est l'UE qui dit aux États, bon, t'as besoin de combien? On te fait le chécos. Mais qui derrière te dit,
Alors par contre, tu voulais t'acheter des godasses? Bah non, non, non. Tu vas t'acheter des tongs. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est moi qui ai donné l'argent, c'est moi qui dis. Donc voilà à peu près où on en est. L'Allemagne a incité à ça sans accepter de se l'appliquer à soi-même. Donc voilà, c'est bon, une fois de plus, voilà. J'ai Jean-Louis qui me taquine, là, je te vois Jean-Louis. Comment ça, populiste? Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais briser un tabou. Mais bon, déjà, il faudrait qu'on définisse ce que ça veut dire populisme, les copains. Parce qu'on le met à toutes les sauces, hein. C'est un morceau de poulet chez KFC, hein. Tu le vois vraiment à toutes les sauces. Le populisme, si c'est faire partie du peuple, c'est-à-dire ceux sur qui s'exerce le pouvoir, bon, le populisme, ça me semble pas très choquant. Faut juste le définir. Après, si c'est le populisme tel qu'on le reproche à n'importe quel invité sur un plateau et qui plaît pas à Christophe Barbier et consort, si c'est ça le populisme, bon, effectivement, ça veut rien dire. Mais si on réfléchit sérieusement, ça me dérange pas d'être populiste. On est là pour papoter. Oh, c'est l'apéro, je vous énerverai pas comme ça. Voilà. Donc, pour revenir à cette France du pendant la crise, voilà à peu près tout ce que ça a donné. Donc, l'idée que la France d'après, ce soit ça en mieux, c'est-à-dire que c'est les Bogdanov qui font une dernière opération de chirurgie en se disant demain je retrouve un faciès normal. Il y a de la route, hein. Il y a de la route. Je suis pas le guide Michelin, mais tu vas user la gomme des pneus, hein. Donc c'est pour ça que si vous voulez, ça me fait un peu peur, moi, cette notion de France d'après, parce que et les premiers agissements post-déconfinement l'ont montré. Anne Hidalgo, tout ce qu'elle a trouvé de mieux, c'est on va mettre des vélos. Ah oui, des vélos. Pourquoi, Anne? Parce que bon, déjà des masques, débrouille-toi. Non, des vélos et des bottes de foin dans les rues à la place des places de parking. C'est pas une blague, hein. J'ai lu ça dans le Parisien. Elle avait fait un interview un dimanche dans le Parisien il y a 2 3 semaines, je crois, en disant oui, oui, on va mettre des bottes de foin, des bancs sur les places de parking pour faire la ville en vert, quoi. Ouais, non, pensez pas que je suis là pour vous démoraliser, les copains. Vous inquiétez pas, on discute. Mais si on essaie un peu de décrypter tout ça, de mettre les faits les uns à côté des autres, la France d'après, elle a quand même une gueule de toilette sèche, hein. Ouais, usagée, hein, j'entends, hein. Et puis qui manque de copeaux. Donc c'est-à-dire, on va voir, on va voir. On espère s'en sortir le plus vite possible. Si ça peut donner lieu à des améliorations de la situation, je veux bien. Mais quand on voit ceux qui proposent les améliorations, notamment Nicolas Hulot, alors lui aussi, vraiment, dans l'équipe des trous de balle, il jouerait attaquant, de pointe. Parce que franchement, Nicolas Hulot, c'est quand même celui qui vient te dire, non, non, eh oh, là, le monde d'après, on va limiter les richesses, hein. On va arrêter de concentrer l'argent. Bon, le type, tu regardes sa déclaration, il a je sais pas combien de bagnoles. Bon, tu vois, mais il s'est excusé, il avait dit c'est une passion. Oh, je vous emmerde. Donc on avait dit d'accord, Nicolas. Mais si tu veux, reste chez toi et fais de la bagnole. Parce que aller expliquer derrière aux gens qu'il est contre l'accumulation de richesses en ayant un parc automobile, je crois, de 10 véhicules ou quelque chose comme ça, peut-être que vous avez l'info, je vous laisse le mettre en commentaire, mais on n'est pas loin du compte. Bon, voilà. Donc, ouais, ce monde d'après, il pue la charogne, mais voilà. On va essayer d'être un peu positif, finir sur une bonne note quand même. Euh, que peut-on imaginer pour ce monde d'après, nous, en tant que citoyens? Que veut-on finalement? Interrogeons-nous là-dessus. Que veut-on, ne serait-ce que politiquement? Bon, alors les candidats sont pas nombreux, mais 2021, non 2022, les prochaines élections françaises, c'est demain. Non mais regarde pas le calendrier. Non, demain on est le 16 mai. C'est demain, c'est l'expression. Ouah. Ouais, les gens sont fatigués, hein. Que veut-on? Que veut-on pour la société de demain? Politiquement, est-ce qu'on veut repartir sur une trajectoire à la Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs la conclusion que je voulais vous proposer. Emmanuel Macron s'est fait élire sur la promesse du parti En Marche, de faire entrer à l'Assemblée des gens venus du peuple, des gens qui, sur le papier, n'étaient pas compétents pour la vie politique. Ah ben là, il nous a pas menti, hein. Ah, il s'est pas planté. Ah, quand tu vois les gabarits, quand tu vois de Laetitia Avia à Sibeth Ndiaye, en passant par Benjamin Griveaux, alias la batte de baseball de ces dames, oui, effectivement, la question se pose.
est-ce que le métier de politicien n'est pas quand même un vrai métier qui nécessite des compétences? Parce que là, on va expérimenter pendant 5 ans l'absence de compétences, ça fait mal, hein. Comme dirait Christophe Maé, ça fait mal, hein. Euh, donc voilà, essayons de réfléchir à ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, moi, à mon humble avis. Mais forcément, n'hésitez pas à me contredire, à m'insulter presque, bon, dans le respect des droits de l'homme, hein, et de la loi contre les contenus haineux. N'oubliez pas cette affaire.